On change tout le temps, c'est un fait, on n'y peut rien. Mais ces transformations, toutes ces métamorphoses, qu'est-ce qu'elles nous apprennent vraiment sur qui on est au fond? C'est la question qui va nous guider aujourd'hui. Allez, petite expérience de pensée. Est-ce qu'on est la même personne qu'il y a 5 ans? Probablement pas. Le corps, les goûts, les opinions, tout ça, ça a forcément bougé. Et pourtant, il y a comme une petite voix, un sentiment au fond de soi, qui nous dit que oui, quelque chose est resté identique. C'est ce paradoxe qui est absolument fascinant qu'on va décortiquer. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on a tout ce qui est visible, tout ce qui est en mouvement, notre apparence physique, nos convictions politiques ou spirituelles. Et de l'autre, des choses qui semblent ancrées, stables, des souvenirs fondateurs, des émotions profondes, et peut-être même ce petit quelque chose d'insaisissable qu'on peut lire dans un regard. Comment on fait cohabiter ces deux mondes? Commençons avec une idée qui, avouons-le, est assez rassurante. C'est celle du philosophe Arthur Schopenhauer. Et si, sous toutes les couches de changement, sous toutes les peaux qu'on abandonne au fil du temps, il y avait un moi stable, un noyau dur, un roc qui, lui, ne vieillit jamais? Et voilà, la thèse de Schopenhauer, elle est là, noir sur blanc. Pour lui, notre véritable identité, il ne faut pas la chercher dans ce qui change avec les années. Ni le corps, ni les souvenirs. Non, il faut la chercher ailleurs, dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui, en fait, échappe complètement à l'emprise du temps. Alors comment il en arrive là? Eh bien, il procède un peu par élimination. Il se demande, qu'est-ce que l'identité? Ce n'est pas le corps, puisque ces cellules se renouvellent sans cesse. Ce n'est pas non plus la mémoire, elle peut nous jouer des tours, s'effacer. Même la conscience, elle s'interrompt chaque nuit quand on dort. Pour lui, la seule chose qui traverse les décennies, c'est l'expression du regard. Et ce regard, il serait le reflet de ce qu'il appelle la volonté de vivre, ce noyau immuable qui est notre véritable essence. C'est une pensée assez confortable, non? Cette idée d'un soi qui perdure, quoi qu'il arrive. Mais bon, la philosophie, elle n'est pas là pour nous conforter, elle est là pour bousculer. Alors justement, changeons radicalement de point de vue. Et là, on part à l'exact opposé de Schopenhauer. On va voir le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre. Pour lui, le moi, ce n'est pas du tout un rocher stable. C'est plutôt un fleuve, une création permanente, un projet qui en fait n'est jamais vraiment terminé. Pour piger la pensée de Sartre, il y a un concept clé à avoir en tête. L'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Prenez un objet, un coupe-papier par exemple. Il a été conçu, pensé pour une fonction précise. Son essence vient avant son existence. L'être humain, c'est l'inverse. Il débarque dans le monde sans but, sans mode d'emploi. Il existe, c'est tout. Et c'est ensuite par ses actions qu'il va se définir, se créer une essence. Cette citation, elle est vraiment puissante. Ce qui est super intéressant, c'est que pour Sartre, on n'est pas défini par des rêves, des intentions ou un potentiel caché, non. On est défini par ce qu'on fait, concrètement. Le génie de Proust, par exemple, ce n'est pas l'idée qu'il aurait pu écrire des livres, c'est l'ensemble de ses livres, point. On est la somme de nos actes. Et là, on touche à quelque chose de vertigineux. Si on est totalement libre de se définir, ça veut dire qu'on est aussi totalement responsable de ce qu'on est. Il n'y a pas de destin, pas de nature humaine sur laquelle se reposer, aucune excuse. Et cette liberté totale, sans filet, elle peut faire peur. C'est ce que Sartre appelle l'angoisse ou même la nausée face au vide de l'existence. Et pour échapper à cette angoisse, Sartre dit qu'on a une stratégie. On se réfugie dans la mauvaise foi. Son exemple le plus célèbre, c'est celui du garçon de café. Il explique qu'il ne se contente pas d'être un garçon de café, non, il joue à être un garçon de café. Ses gestes sont un peu trop vifs, un peu trop précis, un peu mécaniques. En fait, il tente de se réduire à cette fonction, de se convaincre qu'il est cette chose, ce rôle, pour oublier qu'il est avant tout un être libre qui pourrait à tout moment décider d'être complètement autre chose. Bon, on a deux visions extrêmes. D'un côté, un noyau super stable, et de l'autre, une construction permanente. Mais la vie, ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Il y a des épreuves, des accidents, des ruptures, des chocs qui viennent tout remettre en question. Comment est-ce qu'on intègre ces moments-là dans notre identité? Et c'est là qu'intervient la pensée hyper intéressante de la philosophe Claire Marin. Elle propose une sorte de troisième voie, une synthèse beaucoup plus nuancée et je trouve très juste entre ces deux pôles. Pour Claire Marin, notre vie est jalonnée de ce qu'elle appelle des ruptures. Et attention, ce ne sont pas juste des petits accidents de parcours. Que ce soit un deuil, une séparation, un licenciement, ou même un grand bonheur, ces événements sont des crises qui nous forcent à nous poser la question « Qui suis-je maintenant ?» Et c'est là que sa pensée devient vraiment subtile. Pour elle, une rupture ne nous change pas au sens où on deviendrait quelqu'un de totalement nouveau, une page blanche. Non. Elle nous force à nous reformer. C'est différent. C'est-à-dire qu'on doit se recomposer, réagencer les pièces de notre identité à partir de ce qui existait déjà, mais en intégrant le choc. L'image de la rupture amoureuse est parfaite pour illustrer ça.
Comme le dit Marin, ce n'est pas une simple séparation, c'est un déchirement. C'est comme si on essayait de s'arracher d'un corps commun qui s'était formé avec l'autre. Après ça, on ne devient pas une personne nouvelle. On est obligé de se reformer autour de cette cicatrice, de redessiner ses propres contours. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que nos métamorphoses nous disent vraiment sur nous-mêmes? Pour résumer, on a vu 3 grandes approches. Il y a l'idée d'un noyau intouchable, le rocher de Schopenhauer, l'idée d'une liberté de création totale, le fleuve de Sartre, et enfin, cette vision d'une identité qui se recompose sans cesse face aux épreuves, avec Claire Marin. Et finalement, la clé, elle est peut-être là. Il ne s'agit pas de choisir entre le rocher et le fleuve. Notre véritable identité, elle réside justement dans cette tension permanente entre les deux, dans cette capacité incroyable qu'on a à se transformer après chaque rupture, tout en gardant le sentiment qu'un fil rouge, un fil de continuité, demeure. Ce qui nous définit au fond, c'est notre capacité à nous reformer, notre résilience. Tout ça nous apprend qu'on n'est jamais des êtres finis, mais des êtres en construction perpétuelle. Chaque changement, chaque rupture, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début d'un nouveau chapitre. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'il y aura d'écrit dans le prochain ?